Bonjour, je suis Ager Salem, je suis responsable R&D et innovation chez Audentiel. De formation, je suis docteur en informatique, spécialisée en intelligence artificielle, et particulièrement en machine learning. Chez Audentiel, au quotidien, mon rôle consiste à anticiper les évolutions technologiques, à piloter des projets d'innovation et à mettre en place une démarche R&D pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Depuis plusieurs mois, je m'intéresse particulièrement à l'IA générative de par ses avancées techniques majeures, mais aussi pour ses cas d'usage dans des secteurs qu'on accompagne, comme les banques et assurances, l'industrie, le retail et aussi le secteur public. Alors, chez Audentiel, j'accompagne aussi nos équipes et nos clients pour intégrer l'IA générative dans leurs solutions. Et je travaille également sur l'intégration de l'IA générative dans nos projets et nos offres. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai le plaisir de partager avec vous mon expérience, ma très petite expérience concernant l'IA générative, mais aussi de parler de l'avenir de l'IA générative et aussi peut-être casser quelques idées reçues sur cette techno qui est en train d'évoluer et de bouger très très rapidement. Alors, je suis accompagnée de mon collègue Yassine Mejri. Je te laisse ici te présenter. Bonjour à toutes et à Bonjour. tous. Je suis Yassine Mejri, je suis docteur en informatique, spécialiste en intelligence artificielle et théorie de décision. Je suis actuellement chef de projet chez Audentiel. J'ai réalisé ma thèse entre Paris-Dauphine et Paris-Saclay, où j'ai eu la chance de peaufiner mes connaissances sur les mécanismes de prise de décision, surtout avec des technologies comme l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'ai de la chance de continuer ces recherches avec Audentiel, où je suis intéressé à l'automatisation de l'IA générative et à l'utilisation de l'IA générative pour prendre des décisions dans les projets internes ou externes avec Audentiel. Donc, comme Hej l'a mentionné, aujourd'hui, on va vous parler de l'IA générative. Du coup, on commence dès le début et on veut dire pourquoi on a choisi l'IA générative dans cette discussion aujourd'hui. Alors, selon moi, l'IA générative, on utilise l'IA générative pour plusieurs raisons. La première raison, c'est par son efficacité de point de vue temps, coût et résultat. Maintenant, on ne peut pas partir de zéro sur une problématique ou une proposition ou une rédaction. On peut utiliser une IA générative et comme ça, elle va nous générer ou nous fait une partie du travail et on va repasser derrière l'IA et comme ça, on va gagner du temps. De plus, elle transforme notre façon de faire les choses. En fait, l'IA générative, c'est une nouvelle manière de travailler, de penser ou de produire. Et finalement, elle est accessible à tous. Et selon toi, Hej? Oui, tout à fait, Yacine. En fait, ces usages génèrent de la valeur, comme tu viens de le mentionner, c'est-à-dire elle permet une réduction de coûts, une minimisation des erreurs humaines, une automatisation de plusieurs tâches également. Après, ce qui m'intéresse également, c'est qu'elle appuie l'innovation. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le marché, il y a plusieurs outils qui permettent de passer de l'idée vers la concrétisation de l'idée. Et ça, c'est très important et c'est très novateur, disons. D'ailleurs, on voit plusieurs freelancers qui ont, avec peu de moyens, qui ont fait émerger des business qui sont très très rentables. Exactement. Et par suite, il y a le problématique, est-ce que l'IA vraiment c'est une tendance technologique ou il y a c'est un vrai levier en fait, c'est un vrai levier technologique ou juste une tendance. Euh, mais selon moi, l'IA générative est vraiment une levier de technologie parce qu'il a prouvé avec l'utilisation sa nécessité. Même aujourd'hui, on va parler des entreprises qui ont un manque à gagner s'ils n'utilisent pas l'IA générative. On peut voir l'IA générative comme un assistant, comme une partie de l'équipe qui nous aide chaque jour à faire les tâches plus rapidement, plus efficacement. Et c'est selon moi, l'IA générative est une vraie levier de technologie, n'est pas simplement une tendance. Euh, mais tu penses quoi, Hegel? Alors, si on l'aborde d'un point de vue innovation, moi je trouve que l'IA générative, c'est pas, c'est de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait réellement une rupture avec ce qui existait.
On utilisait déjà l'IA, ça fait plus qu'une décennie dans la traduction en ligne, par exemple, où là, par exemple, la proposition du mot suivant, quand on écrit un texto, derrière ça, c'est de l'IA. Par contre, ce que je trouve, disons, innovant, c'est ce côté interactif, c'est-à-dire le chat. En fait, c'est disons, ce côté interactif qui l'a rendu attractive finalement. Et aussi, c'est ce qui a démocratisé l'usage de l'IA générative. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise et, euh, et grâce potentiellement aussi à ces domaines d'utilisation et ces domaines d'application divers. Là, on touche aux plusieurs domaines d'application, mais il faut en fait mentionner que les différents domaines d'application est relié en fait au type de modèle. On ne peut pas parler de l'IA génératif sans parler de type de modèle de l'IA génératif qu'on a. D'ailleurs, il faut expliquer que les modèles d'IA génératifs, en fait, ça varie selon le type d'entrée et le type de sortie. Du coup, on va trouver de texte vers texte, on va trouver de texte vers image, de image vers texte, et texte vers vidéo, etc., etc. Donc, par exemple, pour le texte-texte, on va trouver des modèles comme Claude, Mistral, ChatGPT, qui ont une interaction avec le langage naturel, c'est avec l'écrit, on va envoyer une prompt, poser une question, à partir de ça, on va recevoir un texte qui est la réponse à notre question. Il y a aussi de texte vers l'image. Par exemple, prenons l'exemple d'un architecte, au lieu qu'il part de zéro pour générer tout le plan qu'il faut faire, il va expliquer à une IA son but, il veut faire quoi, et à partir de l'IA génératif, on va récupérer l'image en fait, de notre description. Les modèles qui font ça, comme Midjourney ou Stable Diffusion, etc. Par exemple, Midjourney, il est spécialisé même dans la génération de, entre parenthèses, images artistiques. Il y a l'autre cas de l'image vers texte. Et c'est ce qu'on a, par exemple, avec ChatGPT Vision, avec Blip. Et ce sont des modèles qui existent déjà dans nos smartphones. C'est maintenant avec les Android, avec Gemini, par exemple, on peut prendre une photo qui contient un rendez-vous. Et lui seul, il va comprendre que c'est un rendez-vous. Il va récupérer le rendez-vous. Il va le mettre sur notre calendrier. Même, il va faire des rappels pour nous. Mais en fait, c'est ça. En fait, les différents modèles, ça varie selon le type d'entrée, type de sortie. Oui, oui, en fait, ce point de multimodalité est très important, mais aussi peut présenter une certaine ambiguïté. Je pense que une question qui se pose fréquemment, derrière, on va prendre le cas de ChatGPT ou le chat de Mistral ou DeepSeek. Est-ce que derrière, il y a un seul modèle ou il y en a plusieurs? Excellent, en fait, en réalité, on a plusieurs. En fait, s'il y a un point technique qu'il faut exprimer, en fait, lorsqu'on dit un modèle, par exemple, de texte ou de texte vers l'image, qu'il arrive à générer, en fait, nos propositions, derrière, il y a des poids, en fait, les poids, ça représente la connaissance du modèle et l'entraînement. Et par suite, maintenant, on peut cumuler ces poids, comme nous les humains, on cumule en fait les connaissances et les sens. Et par suite, c'est vrai qu'on arrive à lire, même aussi on arrive à écouter. Pareil pour les modèles, il va arriver à lire parce qu'il y a les poids en fait, où il y a la génération des images. Il y a en fait il y a les poids en fait qui arrivent à partir du voix généré du texte. Et comme ça, le modèle commence à accumuler en fait les connaissances. Et là, on parlera de concaténation, de représentation ou fusion de modèles. Mais en fait, pour arriver à faire un modèle multimodal ou n'importe lequel, il nous faut quoi en fait? Ah oui, d'ailleurs, voilà, cette multimodalité et ces différents modèles aussi, c'est ce qui a permis aux LLM ou aux LGM, d'une manière beaucoup plus générique, d'être utilisés dans plusieurs domaines d'application, hein, à savoir les ressources humaines, le marketing, la finance, le software engineering. Mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que derrière, il y a une expertise, hein, il y a un savoir-faire de conception et aussi de déploiement de ces modèles. C'est pas, on va pas, par exemple, choisir un modèle au pif ou sélectionner n'importe quel modèle pour effectuer n'importe quelconque tâche ou être appliqué à quelconque domaine d'application. Il faut suivre un certain nombre d'étapes. Euh,
que je peux résumer en 7 points, disons. Le premier, c'est d'identifier le besoin, finalement, c'est de dire quelles sont les tâches que le modèle est censé effectuer, la tâche ou les tâches, parce que ça peut être plusieurs aussi. Une fois, alors je donne un exemple avant. Donc, un exemple, c'est de dire est-ce que je veux que mon modèle fait de la détection d'anomalies à partir d'une radio thoracique, ou je voudrais que mon modèle me génère des réponses à des requêtes utilisateurs pour un service après-vente. Donc dès le départ, il faut identifier quelles sont les tâches que le modèle est censé effectuer. Donc une fois ce besoin identifié et les tâches identifiées, on va passer à la deuxième étape qui est est-ce qu'on va partir sur un modèle générique ou un modèle spécifique? Alors, c'est quoi un modèle spécifique et un modèle générique? Un modèle spécifique, c'est comme l'exemple que je viens de donner, le fait d'effectuer, donc que le modèle soit entraîné sur une tâche bien précise, c'est-à-dire la détection de l'anomalie. Je prends cet exemple. Par contre, un modèle générique, il est capable, de répondre à des requêtes de recettes de cuisine, que à des requêtes pour générer un itinéraire de voyage. Donc, il est entraîné sur plusieurs types de données finalement, pas une seule tâche. Alors, une fois la tâche identifiée, le modèle sélectionné, on passe à la troisième étape. Et là, il faudrait bien réfléchir aux critères d'évaluation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, finalement, je veux que mon modèle soit performant, ou je voudrais qu'il fait d'une manière optimale quelle tâche ou répondre à quels critères. Est-ce que je veux qu'il soit performant par rapport, par exemple, à cette tâche de détection, ou je veux également qu'il soit scalable, ou je voudrais que réduire le maximum possible son biais. Donc tout ça, ça dépend des cas d'usage, et tout ça, c'est à définir dès le début. Et pour le faire, il y a des benchmarks qui existent aujourd'hui, comme par exemple celui de Hugging Face, pour tout ce qui est modèle open domain, et Helm de Stanford pour tout ce qui est modèle closed domain. Et ces plateformes, ils présentent déjà des benchmarks pour le faire, et où ces critères sont déjà prédéfinis. Donc là, on arrive au quatrième point, qui est la conformité légale. Alors, je reviens toujours au point de cas d'usage, parce que selon le cas d'usage, on va répondre en fait, on doit être conforme légalement à des réglementations précises. Alors, quel que soit RGPD ou dans le domaine de santé, tout ce qui est réglementation de données de santé, ou autre, par exemple pour les domaines d'énergie ou autres. Donc, ensuite, on doit réfléchir à l'intégration dans l'infrastructure actuelle. Donc, et là, il y a un autre point aussi à prendre en considération, en outre que l'usage, c'est la scalabilité. Donc, il faut vraiment réfléchir, est-ce que ça va être à travers une API, est-ce que ça va être en premise, est-ce que ça va être du cloud, et de chiffrer aussi tout ça selon le nombre d'utilisateurs potentiels. Et c'est pour ça donc je passe à l'étape suivante, qui est cette scalabilité, ou ce qu'on appelle le passage à l'échelle. C'est-à-dire, c'est pas les mêmes modèles pour des utilisateurs, pour un nombre d'utilisateurs différents. C'est pas aussi la même infrastructure, parce que ça va dépendre aussi de l'évolution de la solution, mais aussi du coût de la solution, et aussi de la capacité à rester pertinent avec un nombre d'utilisateurs assez important. Donc c'est pas vraiment les mêmes modèles ou les mêmes infras, si c'est un seul utilisateur, 100 utilisateurs, ou 1 million d'utilisateurs.
Finalement, il faut réfléchir également, il faut réfléchir aussi au service après-vente, au service support. Et là, ça dépendra aussi de la criticité de la tâche que le modèle est censé effectuer, du nombre d'utilisateurs et aussi si on veut utiliser par exemple les prompts pour réentraîner les modèles, est-ce que derrière aussi il y aura de l'évolution de la solution ou pas. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Euh, Jusqu'à ici, Hejr, l'IA, c'est un assistant qu'on appelle de temps en temps. Tu poses une question, elle te répond, tu donnes une consigne, elle exécute. Mais ça reste commande, ça reste avec notre intervention, c'est nous qui réfléchissons, c'est nous qui décidons, et c'est nous qui balance les étapes pour chaque étape. Mais avec la technologie, maintenant, on parlera aussi de quelque chose qui s'appelle l'IA agentique. Ce ne sont pas des agents généraux, ce sont des agents spécifiques, dans certains cas, avec la dimension qu'il arrive à faire des actions. Du coup, ces agents, ils vont réagir pour arriver à faire l'exécution. Donc, c'est une IA. Elle fait pas simplement des tâches, mais elle enchaîne plusieurs actions dans un workflow bien déterminé. De plus, elle arrive seule à identifier les problématiques et définir quelle action il faut exécuter. Alors, il ne faut pas faire la nuance que sont des actions if, do, else, do. Ce sont des actions réfléchies et elle arrive à comprendre le contexte et dire qu'est-ce qu'il y a de problématique pour résoudre le problème. Donc, avant, par exemple, on écrit un mail, on l'envoie et on vérifie la planification. Maintenant, on va envoyer en fait la requête et on va faire l'entrée. Lui, il va se débrouiller tout seul pour enchaîner toutes les actions dans le workflow. Du coup, maintenant, Hejr en parlera des assistants intelligents. Ils ne sont pas des assistants normaux, c'est-à-dire qu'elle arrive à comprendre, à suivre l'objectif et à réagir. Oui, Yacine, tout à fait. Tout à l'heure, on parlait du côté attractif du chat, mais personnellement, je pense que la puissance de l'IA générative réside principalement dans cette capacité de raisonnement de l'orchestrateur, c'est-à-dire cette capacité d'ordonnancer un ensemble d'actions ou un ensemble de tâches simples pour répondre à une tâche complexe. C'est exactement ça. Donc, par exemple, je vais donner mon exemple comme chef de projet, comment j'utilise l'IA générative. Par exemple, j'utilise dans la partie code, genre, je crée un IA agentique qui connaît vraiment le projet potentiel. Du coup, j'explique c'est quoi le but, c'est quoi l'objectif, on part de où, on va arriver où. Et à chaque fois, je crée des blocs, des agentiques. Celui qui code bien en Python, c'est lui qui code bien la partie front, c'est lui qui gère la partie entraînement, etc. Et j'utilise les orchestrateurs, comme tu as mentionné, pour les organiser entre eux, pour arriver à exécuter le flou de bout en bout. De plus, ça m'aide à répondre automatiquement aux mails, à faire les planifications des réunions. Voilà, ça facilite vraiment l'IA génératif, les tâches au sein de l'entreprise. Oui, on a parlé du chat, on a parlé des agents IA, on a parlé de l'orchestrateur, mais vu qu'on parle de l'usage en entreprise, je pense qu'il y a, il y a une technologie qui est très importante, qui est les RAG, et finalement, c'est ce qui rend les IA génératives adaptées et adaptables à l'usage en entreprise. Parce que finalement, une IA générative qui a accès à un référentiel de données de l'entreprise ne peut être que plus pertinente et plus fiable. Je vais prendre un exemple. Alors, tout le monde prend cet exemple pour souligner un peu les limites de ChatGPT, par exemple, ou de l'IA générative au sens large. C'est la jurisprudence française. Alors, si on pose aujourd'hui une question à une IA générative, à une IA générative, disons, publique, elle va répondre, elle va pas pouvoir répondre d'une manière pertinente et fiable. Par contre, si on lui donne accès à toutes les données des archives des affaires jugées en France, là, sa réponse, elle va être beaucoup plus pertinente, beaucoup plus fiable, mais aussi elle va arriver à inférer des réponses à des questions complexes. Et par complexe, ce que je veux dire, c'est que composé. Mhm. Donc elle va avoir cette capacité d'inférence et de chercher dans le référentiel là où il y a l'information pertinente.
Alors bien sûr, je viens de parler d'un sujet, je pense que plusieurs avis sont mitigés. On a plusieurs avis mitigés par rapport à ça, puisque alors donner accès à une IA, à des données privées, à des données personnelles, à des données assez sensibles aussi, c'est pas évident et je comprends aussi que ça impose certaines réserves. Je rebondis sur ça, Hegel, sur les avis mitigés. En fait, les avis mitigés sont de, de plusieurs côtés, de côté utilisateur, de côté concepteur, entre parenthèses, chercheur et développeur qui fait l'IA génératif, et pour plusieurs raisons en fait. Je vais commencer par pourquoi les utilisateurs regardent l'IA génératif comme un outil négatif. Donc je commence par la fiabilité. Malheureusement, on ne peut pas nier que ces IA sont entraînées sur des données. Du coup, si on ne connaît pas et si on n'a pas confiance sur le sorte de données que ces IA ont entraînées avec, on ne peut pas donner confiance et elle va générer des réponses qui ne sont pas fiables. On ne peut pas nier que l'IA générative aujourd'hui, elle est entraînée par le web scraping, c'est-à-dire qu'on a essayé de récolter tout à partir de l'Internet. C'est vrai, sur le web, on trouvera des articles scientifiques, des chercheurs, des journaux, mais aussi il y a des forums, il y a des discussions de n'importe où et n'importe quoi, et de plus, il y a le scrapping de discussions dans les vidéos. Donc c'est pourquoi beaucoup voient que l'IA n'est pas fiable dans les réponses. De plus, il y a la reproductivité, c'est-à-dire aujourd'hui, si on pose une question à une IA générative, elle va nous générer une réponse. Si on pose la même question, on ne va pas arriver à trouver exactement la même réponse. Même dans certains cas, on va trouver que les réponses ne sont pas cohérentes ou en fait sont limite contradictoires entre eux. Du coup, c'est pourquoi beaucoup voient que l'IA n'est pas fiable pour donner des réponses. Et les derniers points, selon moi, c'est malheureusement l'utilisation pas consciente des IA génératifs. Aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs donnent de confiance sur les réponses générées par l'IA génératif sans chercher derrière est-ce que c'est correct, pas correct, est-ce que c'est utilisable, pas utilisable. Il y en a ceux qui utilisent directement les réponses de ChatGPT, entre parenthèses en mode copier-coller, comme si ça fait référence, mais non, ça fait pas référence. Alors certes, certes, il y a ces réserves-là. Après, il faut pas nier quand même que l'IA générative, elle représente une rupture avec la technologie pour plusieurs utilisateurs, hein. C'est-à-dire, elle a vraiment renoué avec plusieurs personnes qui n'utilisaient pas la technologie avant. Et là, je pense que c'est grâce à deux points majeurs. Donc, le premier, c'est que je reviens au côté interactif, c'est-à-dire que c'est facile à utiliser. Euh, on écrit en langage naturel et la réponse, elle est compréhensible. Et le deuxième point, c'est la personnalisation à l'usage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une même solution qu'on peut utiliser pour du personnel ou pour du professionnel et elle arrive quand même à aider ou à générer des résultats. On parle du syndrome de la page blanche, ben, l'IA générative, elle arrive quand même à nous aider à dépasser ce problème-là. Mais je te rejoins également sur ce que tu viens de dire. Il y a un point très important qui est la manière de l'utiliser et la conscience derrière. C'est-à-dire, alors je prends l'exemple des étudiants. Je vois que plusieurs professeurs ne sont pas contents puisque leurs étudiants utilisent l'IA générative pour générer des réponses à des exercices et ils se disent ils font pas l'effort. Moi, je pense qu'elle peut être utilisée comme un levier pour les aider à apprendre. Elle peut aussi être comme un coéquipier. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'utilise aujourd'hui, hein. On l'utilise comme un coéquipier ou comme un assistant qui nous aide à effectuer des tâches. Euh, mais reste, voilà, il ne faut pas se fier à 100% au résultat généré ou à la réponse générée. Il faut derrière avoir quand même un sens critique, chercher d'autres sources, voilà, croiser les informations. Voilà. Cette perspective critique, en fait, Hegel qui a donné, en fait,
une avis négatif de point de vue constructeur. C'est entre parenthèses constructeur encore, ce sont les chercheurs, les développeurs d'IA génératifs, parce qu'il ne faut pas nier que l'IA qu'on a maintenant, c'est une IA faible, c'est pas une IA forte. Et sans cet avis critique de savoir le niveau de réponse qu'elle va donner l'IA, c'est un point très important. Et le point, en fait, personnellement, que je trouve pas bien pour l'IA, c'est la partie décision. En fait, prendre une décision, c'est pas simplement prendre une action à partir des choix qu'on a, mais c'est prendre une action d'une façon méthodologique. Et malheureusement, avec l'IA, aujourd'hui, on peut pas savoir comment et pourquoi elle a généré ou elle a proposé une réponse, parce que ces IA ne sont pas interprétables. On peut pas savoir pourquoi A a donné B, pourquoi B a donné C. C'est relié à l'IA, c'est un box noir pour le moment, on ne connaît pas. Voilà. Oui, alors c'est pas un outil de décision, peut-être il faut le il faut le dire, c'est un outil d'aide à la décision. Donc voilà, on peut pas, pour le moment, on va pas laisser les IA prendre de la décision, prendre une décision à notre place. Euh, certes, c'est une IA faible. Je te rejoins parfaitement sur ce point. Par contre, je vais parler de mon expérience et je pense que de l'expérience de plusieurs chercheurs également. C'est-à-dire, on travaillait avec des modèles d'IA classiques et on a vu émerger les LLM ou les LGM au sens large. Et là, on s'est rendu compte que ils donnent ils donnent des résultats beaucoup plus, ils sont plus robustes au final, ils sont plus robustes, ils sont plus rapides, ils sont plus génériques sur plusieurs tâches, pas toutes, mais plusieurs. Là, on a voulu savoir pourquoi. On a commencé à les tester, les évaluer sur plusieurs applications. Après, c'est-à-dire, il y a une raison qui est très simple, hein. C'est que c'est entraîné sur une masse gigantesque de données, donc c'est tout à fait normal, voilà, qu'elle a vu plus d'exemples, qu'elle est plus robuste. Et aussi grâce aux transformers et aux mécanismes d'attention. Donc c'est ce qui a permis quand même une meilleure contextualisation. Et le troisième point aussi qui est très important aussi, c'est cet aspect de multimodalité. En fait, d'avoir plusieurs sources de données et d'arriver quand même plusieurs modalités de données et d'arriver quand même à les traiter. Alors, si on prend l'exemple de la labellisation de données ou de l'augmentation de données, euh, il faut dire que l'IA générative aujourd'hui a accéléré comme pas possible ces tâches-là. Et nous, en tant que concepteurs de modèles, ça nous a facilité les tâches et ça a facilité grandement aussi la conception de l'entraînement de nos modèles. Après, oui, reste un point très important et aussi critique, c'est qu'on est en train d'utiliser des IA pour labelliser des données qu'on va utiliser pour entraîner d'autres modèles. Donc on est dans une loupe un peu bizarre. Après, bien sûr, en fait, je pense que le problème ne se pose pas vraiment par rapport à la labellisation parce qu'il y aura vraiment un expert derrière, mais pour l'augmentation, oui aussi, hein, et on va se demander derrière, est-ce que ça va être du biaisé avec du biaisé? Donc plusieurs questions se posent là. C'est vrai, et je l'ajoute du biais dans les modèles, ça entraîne beaucoup de bruit, ça diminue les résultats et le niveau de précision de modèle. Mais on peut pas passer la partie éthique dans les modèles d'IA génératifs. C'est vrai, l'IA c'est puissant, mais dire c'est puissant, ça veut pas dire bien ou mal. C'est vous dire c'est puissant et ça dépend de notre utilisation. Et selon moi, euh, pour les points éthiques, il y a trois ou quatre points qu'on peut pas passer pour, euh, pour l'IA génératif. Le premier point, c'est le biais, comme on a mentionné par exemple. L'IA, si elle est entraînée sur données biaisées, ça va donner des résultats biaisés. Je prends l'exemple, si tu passes à ChatGPT, tu demandes une image qui contient des PDG, il va générer une photo qui contient des hommes blancs, voilà, En en costume. costume. Voilà, malheureusement, il y a cette discrimination. Aussi, il y a le point qui est important, c'est relié au droit.
et les propriétés intellectuelles. L'IA générative, elle est entraînée sur, par exemple, des œuvres artistiques et des images artistiques, des tableaux, etc. Et lorsqu'on va interagir avec l'IA générative, on va faire référence, ces œuvres artistiques sans demander l'autorisation par rapport à la propriété intellectuelle. Je donne l'exemple qu'on a tous vu dans les réseaux sociaux, avec la façon comment on va générer des images à la façon de Ghibli Studio. C'est la façon comme les mangas, etc. Et dernier point, selon moi, c'est les transparences. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir si quelque chose sur l'Internet il est généré par l'humain ou par l'IA. Je prends l'exemple trop drôle sur TikTok où il y a le compte de Tom Cruise Deepfake. Si on va voir Tom Cruise en train de jouer du golf, parler de politique, mange des pastas, ce sont tous des vidéos générées par Deepfake et il n'y a rien qui soit réel, quoi. Voilà. Voilà. Donc il y a des points vraiment reliés à l'éthique de l'IA, il faut garder ça en équation. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on se retrouve, disons, face à une dilemme. Est-ce que des réglementations comme le RGPD ou autres sont un frein à l'innovation en IA générative ou plutôt c'est une garantie pour une IA générative éthique et soutenable? Alors, j'ai pas de réponse à cette question. Parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse si simple et qu'on peut aborder en quelques minutes, et parce que je ne suis pas aussi la bien placée pour le faire. Par contre, euh, je vois que les deux avis sont soutenus. C'est-à-dire, je comprends bien qu'aujourd'hui, si on veut concurrencer en Europe OpenAI ou Google ou DeepSeek, avec une IA générative, vu les réglementations et l'accès aux données, c'est pas si facile que ça. Parce que on le sait tous, euh, ces modèles sont principalement basés sur les données, c'est-à-dire la volumétrie de données, elle est très importante et dans le développement et dans la conception de ces modèles. Et si aussi je me situe dans par rapport à l'autre vision des choses, c'est-à-dire que ces réglementations sont importantes et que voilà, c'est une garantie pour les droits fondamentaux des utilisateurs. Oui, je suis également tout à fait d'accord, euh, puisque on l'a vu, et comme tu viens de le citer d'ailleurs, avec les deepfakes, les IA génératives sont bien capables de manipuler et d'exploiter des données personnelles ou des vérités également. Donc voilà, on est vraiment plein dedans et il n'y a pas vraiment une solution simple pour le moment. Par contre, ce que je pense, c'est il faut bien mettre en place des efforts et notamment peut-être on va voir émerger des nouveaux profils comme des juristes de l'IA générative ou des auditeurs pour évaluer l'éthique des IA génératives, donc et potentiellement des commissions ou des structures publiques pour accompagner les entreprises et accompagner les organismes à mettre en place des IA génératives éthiques en Europe. Je te rejoins sur ça, Hegel. En fait, on peut parler de après qu'on a le modèle d'IA génératif et avant. Si on va parler d'après, c'est-à-dire il faut toute l'infrastructure de juridique, etc. Mais avant, je vais rebondir par rapport au point, le volumétrie de données. Il faut dire que les données, ça a sa place et il faut toujours avoir des données. Mais par rapport à l'IA classique, l'IA génératif, l'ordre des choses a changé. Avec l'IA classique, il nous faut des données, il nous faut des puissances de calcul, il nous faut en fait les talents pour faire ça. Mais avec l'IA génératif, ça a changé avec les puissances de calcul et les talents. Il nous faut des données, c'est toujours. Et après, il nous faut en fait les talents. Et finalement, on a les puissances de calcul. Et pour dire talent, il nous faut des chercheurs pour développer des techniques comme les orchestrateurs, les RAG, et les prompt engineering, etc. Même il y a la côté des jurys, comme tu as mentionné, des juridistes de l'IA génératif. Et pour les puissances de calcul comme tout ce que le calcul sur le cloud, etc.
Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, pour ChatGPT, c'est pas juste une entreprise ou un outil, ce sont des années de recherche, des milliards pour faire collectionner toutes les données de texte, des milliards pour les chercheurs pour trouver ces techniques, des milliards pour entraîner les modèles et lancer les entraînements. Donc, oui, il nous faut des trucs pour avoir vers l'IA génératif avant et après. Avant, il nous faut les données, les puissances de calcul, les talents. Et après, il faut toute l'infrastructure juridique pour pas tomber dans les cas éthiques, quoi. Oui, donc si je résume bien, en fait, ce que tu viens de me dire, c'est que la place des talents, elle a changé. Exactement. C'est-à-dire, c'était data, infra, talent. Aujourd'hui, on passe à data, talent, infra. Et d'ailleurs, on le voit sur le marché actuel. Il y a plein d'offres d'emploi et beaucoup de recherches, beaucoup recherchent des profils comme des chercheurs en IA générative ou des ingénieurs en IA générative, des data scientists spécialisés en RAG, des ingénieurs spécialisés en prompt engineering. Donc on voit ces nouveaux profils qui sont très demandés et d'ailleurs si ça montre quelque chose, ça montre la volonté de plusieurs entreprises à mettre en place de telles solutions. Certes, l'IA générative a fait un grand pas, mais je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, que c'est une IA faible. En effet, il reste beaucoup de défis à relever. Et d'ailleurs, les concepteurs sont sollicités pour la rendre plus fiable, plus responsable et surtout aussi plus explicable. Donc, c'est un champ de R&D qui est en plein essor. Mais il faut mettre en place beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour rendre l'IA générative moins biaisée, pour améliorer la consommation énergétique et aussi pour améliorer la compréhension textuelle. De mon cas, euh, je vais passer le message pour l'état actuel de l'IA génératif. Je veux dire que l'IA génératif est un outil puissant qui rend la conscience, qui rend la connaissance accessible. Du coup, c'est vrai, ça facilite nos vies, ça rend les choses plus efficaces et plus simples. Mais de l'autre côté, l'IA génératif est un outil, donc ça dépend comment on s'en sert. Et lorsqu'on dit puissant, on va pas dire que c'est génial ou c'est dangereux. On va dire ça dépend de notre cas d'utilisation, ça dépend de notre perspective, de nos questions, de nos objectifs. On veut faire quoi avec. Du coup, s'il vous plaît, gardez toujours une perspective critique et vérifiez derrière le résultat des IA génératifs, quoi. Même aujourd'hui, sur Copilot, on trouvera un petit message qui dit s'il vous plaît, vérifiez derrière le message qui a été généré. Je veux juste profiter pour dire quelque chose. Ça, en fait, peut-être que plusieurs personnes l'ont remarqué, mais si on pose la question différemment, on a des réponses différentes, donc ça dépend aussi de la manière de poser la question et de la manière de l'utiliser d'une manière générale. Donc oui, il faut bien vérifier derrière. Alors je vous remercie tous de nous avoir écoutés ou regardés et j'espère qu'on a contribué avec ces informations aux connaissances de l'IA générative. Merci. Merci pour nous écouter et j'espère qu'on a éclairci quelques points de point de vue technique au moins. Et merci beaucoup.